Alors bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Collas, je suis expert en interopérabilité à l'Agence du numérique en santé et plus précisément à la direction expertise, innovation et internationale. Et bonjour à tous, je m'appelle Pauline, je suis prestataire à l'AMS depuis bientôt 3 ans, je travaille pour Kerival à Rennes. Et donc je travaille avec Sylvie sur le sujet d'interopérabilité et notamment sur 2 sujets précis, le modèle des objets de santé et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges. Tout d'abord, avant d'aller dans la description de cette méthode, on va vous rappeler les trois missions principales de l'Agence du numérique en santé. Tout d'abord, nous créons les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé par des actions qui vont aller de l'élaboration au référentiel de sécurité et d'interopérabilité des systèmes d'information et en passant aussi par la gestion de l'annuaire des professionnels de santé, la mise à disposition des moyens d'authentification et nous allons jusqu'à l'accompagnement des structures de santé dans les domaines de cybersécurité. Notre deuxième mission, permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l'innovation et des mutations numériques par le biais de financement, d'appels à projets. Nous favorisons aussi la diffusion de connaissances via notre plateforme de formation. Et nous organisons des rencontres et des webinaires comme celui d'aujourd'hui. Nous avons aussi mis en place une plateforme de concertation des livrables que nous partageons avec vous. Donc et nous accompagnons aussi des projets pilotes. La troisième mission, nous assistons les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Par exemple, le déploiement du SISMU Centre 15 sur l'ensemble du territoire, ou encore la gestion de l'espace de confiance des messageries sécurisées de santé, ou encore la mise à disposition du portail de signalement des événements sanitaires indésirables, et puis enfin le site de publication que vous connaissez tous maintenant, santé.fr. Alors, donc maintenant, juste un tout petit mot déjà pour introduire la méthode d'élaboration de spécifications fonctionnelles des échanges, que c'est un petit peu un gros mot très très sérieux. Enfin, vous verrez, c'est très sérieux. 2 heures, très sérieux, très technique. On va essayer de faire notre mieux pour vous expliquer ce que nous avons fait. Le contexte, tout d'abord, eh bien la vague actuelle, c'est vrai, de modernisation des systèmes d'information de santé facilite plutôt les échanges sans pour autant nécessiter la refonte générale des systèmes. Maintenant, la voie privilégiée repose plutôt sur l'interopérabilité des systèmes d'information plutôt que sur leur homogénéité. Donc, on va plutôt chercher à rendre à ce que les systèmes puissent interagir entre eux et non pas avoir des systèmes tous les mêmes, tous homogènes. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et une des réponses à l'interopérabilité, eh bien, c'est la dématérialisation harmonisée des échanges de données entre ces systèmes. Alors, l'objet et l'objectif de la méthode, en fait, c'est d'être une aide pour décrire justement les échanges de données entre ces systèmes d'information. Pourquoi? Pour obtenir une étude qui va vraiment être une étude sémantique, métier de ces échanges de données, et ça va constituer une formation sur laquelle toute solution mettant en œuvre ces échanges de données pourra être construite. Donc, il y a d'autres webinaires sur le sujet que vous avez peut-être suivis, sinon n'hésitez pas à les consulter. Il y a eu un webinaire sur l'introduction à l'interopérabilité qui s'est fait en septembre 2020, et puis introduction aussi au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé qu'on appelle le CISIS. Nous avons aussi, avec Pauline, début octobre 2020, fait un webinaire plus sur le modèle et les nomenclatures des objets de santé, ce qu'on appelle communément le MOS et les NOS. Et puis, nous avions déjà un tout petit peu introduit la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges. Donc, avant d'aller plus loin,
nous allons donner la parole à Monsieur Gilles Laroche du GCS e-santé Bretagne, qui va pouvoir vous donner faire un retour de son expérience d'utilisation de cette méthode lors de l'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges du cercle de soins. Donc, on lui laisse sa parole. Gilles Laroche, je suis chef de projet urbanisation et interopérabilité au GCS e-santé Bretagne. Et j'ai connu la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles l'année dernière, et notamment dans le cadre de la réalisation des spécifications fonctionnelles des interfaces relatives à la gestion et au partage du cercle de soins. Voilà. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai pu découvrir, appréhender et mis en œuvre, en fait, la méthodologie la méthode qui a été expliquée précédemment. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est son déroulé. Alors, les différents déroulés des étapes, en fait, un peu en mode entonnoir, en fait. Et c'est vrai qu'on part d'une première base, du point de départ qui est un peu le cas d'usage, en fait. Hein, et derrière, donc, on va définir un peu derrière l'organisation et l'étude du contexte métier, avec donc des précisions sur le cas d'usage, également un gros travail sur l'étude du contexte, le contexte réglementaire notamment. Et on va aussi commencer à définir en premier lieu les différents concepts. Et notamment, nous, on est tombé effectivement sur un concept de cercle de soins qui n'était pas encore défini. Et donc, il a fallu bien préciser ça. Donc, c'était vraiment intéressant, cette méthodologie, de partir déjà du cas d'usage, des concepts, pour arriver donc au processus et ensuite aux informations qu'il y a dans ce processus. Et donc, c'est vrai que la connaissance préalable de cette méthodologie, c'était vraiment importante. Et notamment, ça a permis de bien cadrer les choses et surtout de nous guider en fait avec le recul des exigences des métiers. Ça, c'est un point important de bien avoir cette méthodologie en tête parce que ça permet de ne rien oublier en fait. On sait où on veut arriver et du coup, derrière, on va pouvoir faire parler les métiers sur différents concepts, enfin, sur les processus, enfin voilà, de façon bien sûr, côté métier, de les faire parler sur le sujet, mais c'était vraiment intéressant d'avoir cette méthode en amont, de bien connaître ça, pour ne rien oublier et approfondir au fur et à mesure avec les échanges avec les métiers. Ça, c'est quand même quelque chose qui était important et je pense que ça a permis d'éviter des allers-retours qu'on pourrait avoir avec les métiers. C'est-à-dire quoi, le fait d'avoir pris en compte cette méthode, bien connaître les concepts, les différentes étapes, en fait, ont permis du coup, d'éviter par la suite des allers-retours. Donc, là, certainement un gain de temps par rapport à tout ça. Voilà, donc après, il y a un autre point positif que j'ai pu apprécier, c'est derrière la modélisation. C'est un gros bénéfice. Donc, en complément un peu de ce cadrage et de ce guide qui permet d'échanger avec les métiers, on a aussi le rendu derrière qui est assez intéressant, l'utilisation dans la méthodologie UML. Et donc, avoir cette représentation des processus, des concepts, des flux, sous forme de diagramme, effectivement, ça améliore, je trouve, la compréhension et la lecture en fait, des spécifications. Voilà, ça illustre bien ces spécifications et c'est vraiment intéressant, surtout quand on regarde après maintenant d'autres spécifications, effectivement, qui ont été établies sur la même méthode. Et du coup, voilà, c'est quand même très, très lisible avec à côté, bien sûr, la partie, les éléments textuels qui permettent de comprendre, d'approfondir, mais vraiment cette représentation et cette modélisation, c'est vraiment, je trouve, un bénéfice, justement, que ce soit pour la communication aussi, hein, quand il va falloir communiquer, justement, quand on communique sur ces spécifications, c'est vrai que c'est plutôt très parlant de mettre en évidence ces modèles, ces différents diagrammes. Voilà, le diagramme de séquence aussi, je trouve ça très bien, le diagramme de séquence pour le cas d'usage, en fait, pour l'illustration du cas d'usage, parce que c'est dans cette méthodologie, on a une présentation du cas d'usage, mais derrière, quand on veut voir son implémentation fonctionnelle, avec ces diagrammes de séquence, c'est vraiment intéressant.
Et d'ailleurs, ce sont des choses qu'on reprend aujourd'hui, effectivement, autant dans nos travaux aujourd'hui de spécification des flux sur différents projets, alors pas seulement des nouveaux flux, parce que là, on est sur des nouveaux flux de spécification côté cercle de soins, mais sur d'autres spécifications de flux d'interopérabilité qui existent déjà, mais on se sert vraiment de cette base de modélisation, notamment des diagrammes de séquence, qui est vraiment très, très intéressant pour spécifier des flux à ce jour. Voilà. C'est vraiment une méthode vraiment intéressante en amont dans le recueil des besoins, mais aussi derrière, en aval, mais comme ça dans la communication de ces spécifications, dans la lecture de ces spécifications. Donc voilà, suite à cette introduction de Monsieur Laroche, nous allons vraiment aller maintenant au fond du sujet. Tout d'abord, donc nous allons introduire la méthode, vous donner les différentes définitions, vous rappeler aussi le contexte de l'exemple que nous allons utiliser, parce que nous allons vraiment, on va y aller pas à pas, et toujours sur l'exemple. L'exemple, nous allons prendre celui du cercle de soins, donc pour la présentation des étapes de la méthode. Donc, l'introduction. Alors, l'introduction, tout d'abord, je vous rappelle que nous avons créé une famille de produits socles disponibles. Nous avons tout d'abord le modèle des objets de santé, qui est une bibliothèque de composants sémantiques que l'on peut reprendre dans les projets quand on en a besoin. Donc, c'est une bibliothèque mutualisée. Certains de ces composants sont des éléments codés. À ces éléments codés, on y associe des listes de codes qu'on appelle aussi nomenclature ou nomenclature des objets de santé pour notre famille de produits socles. Et puis enfin, la petite dernière, c'est la méthode qu'on a développée qui s'appuie, vous le verrez, sur MOS et NOS pour pouvoir donc vous aider, enfin nous aider aussi nous, à élaborer des spécifications fonctionnelles des échanges. Alors, un tout petit rappel sur l'interopérabilité. Donc ça, c'est dans les précédents webinaires. Je pense que vous le savez tous, il y a des niveaux d'interopérabilité qui sont les niveaux juridiques, c'est-à-dire pour pouvoir mettre en place l'interopérabilité, donc interagir avec quelqu'un, il faut forcément déjà avoir un cadre, enfin forcément, c'est vraiment plus intéressant d'avoir déjà un cadre juridique qui donc entoure les échanges que l'on peut avoir avec un ou plusieurs acteurs. Quand on dématérialise des échanges, souvent on revoit l'organisation des structures, l'organisation des échanges, c'est tout à fait normal. Ça peut être justement le moment de concevoir des orientations organisationnelles. On est toujours sur l'interopérabilité, mais on n'est pas encore sur du système d'information. On arrive ensuite à la sémantique. On doit parler le même langage. On doit savoir ce que l'on échange, les concepts. Ensuite, on arrive vers la syntaxe. Vous savez, on a beaucoup d'échanges en XML. Maintenant, on a des échanges pour la mobilité qui arrivent en JSON. On a dans ces syntaxes même des dialectes. On entend parler de Fire. On entend parler d'autres dialectes autour des échanges. Et puis enfin, on a la technique. La technique, c'est les tuyaux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en œuvre pour pouvoir faire passer ces échanges au niveau des télécommunications. Alors maintenant, si on reprend un volet, ce qu'on appelle un volet du CISIS, ce sont les spécifications. Un volet du CISIS est formé de trois documents, on va dire. Un premier document, ce sont ces fameuses spécifications fonctionnelles des échanges. Et donc, ces spécifications, elles sont sur trois niveaux, juridique, organisationnel, sémantique. Et on va le voir tout à l'heure, puisque la méthode nous permet d'élaborer ces spécifications. Ensuite, vous avez un choix, quand vous faites un volet du CISIS, le choix du standard ou de la norme la plus pertinente pour pouvoir véhiculer les informations. Donc, c'est aussi une étude. Et puis, à la fin, vous avez des spécifications techniques, c'est-à-dire on va faire un mapping entre ce que l'on a dans les spécifications fonctionnelles qui sont métiers, sémantiques, et la solution technique, c'est-à-dire sur le standard qui a été choisi
précédemment dans l'étude de normes et standards. Et donc, Moss, Noss et méthode, eux, ils sont vraiment sur la partie, essentiellement sur la partie sémantique. Vous allez voir, la méthode, elle rogne un petit peu sur la partie juridique et organisationnelle. Et ça, on va vous l'expliquer. Alors, juste quelques mots pour terminer un peu cette introduction. Vous la connaissez tous, la feuille de route du numérique en santé. Alors, Moss, Noss et méthode font partie de l'orientation intensifier l'éthique, la sécurité et l'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Donc, les utilisations. Eh bien, déjà, pour élaborer des spécifications fonctionnelles, pour tous les volets des couches de services et transport du CISIS, nous utilisons la méthode qui nous aide à faire les specs et nous appuyons sur Moss et Noss. Les NOS sont utilisés aussi dans les volets des couches services et transports, aussi dans les en-têtes des documents CDA du cadre d'interopérabilité et les profils français FHIR publiés par Interop Santé. Il se réfère aussi aux NOS. Et enfin, lorsque cette unité de production du Centre de gestion des terminologies de santé sera mise en place, les NOS deviendront une unité de production. Toujours sur la même orientation, le MOS, donc la bibliothèque de composants, est utilisé comme référence pour la modélisation du répertoire partagé des professionnels intervenant dans les systèmes de santé, ce qu'on appelle le RPPS, et aussi dans Annuaire Santé. Le MOS a notamment permis récemment d'accélérer les spécifications fonctionnelles dans REG, donc l'enregistrement des professionnels. Il est aussi sous-jacent du modèle d'exposition du ROR, le répertoire opérationnel des ressources, et de santé.fr. Les NOS sont les nomenclatures également d'Annuaire Santé, du ROR et de santé.fr. Et donc toujours cette modélisation en cours du RPPS, RPPS+, qui est l'extension du RPPS aux acteurs du médico-social et du social, en lien justement avec l'enregistrement des professionnels, en lien avec OREG. L'autre orientation dont font partie Moss, Noss et méthode, c'est l'orientation accélérer le déploiement des services numériques socles. Les NOS sont utilisés dans le codage des métadonnées et des documents du DMP. Moss et Noss sont utilisés pour la messagerie sécurisée de santé, pour la qualification des utilisateurs non professionnels de santé, pour tous les outils de coordination type e-parcours, comme le cercle de soins qui va être notre exemple. Moss, Noss et méthode en sont la base des spécifications fonctionnelles. Et puis les NOS Moss et Noss, surtout les NOS sont utilisés dans le SICPS, dans le SISAMU ou encore dans CIVIC, le système d'information pour le suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles. Alors, on va commencer un peu à rentrer dans le vif du sujet de la méthode et on va l'aborder d'un point de vue assez haut niveau pour l'instant avant de détailler chacune des étapes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode, c'est une démarche MDM, donc ça veut dire qu'elle est guidée par le modèle. Et en l'occurrence, nous, comme Gilles l'a mentionné tout à l'heure, on utilise une modélisation UML. Si vous voulez l'approprier, vous pouvez ajouter d'autres éléments en annexe, en modifier certains, mais nous, ce qu'on vous propose, c'est basé sur de la modélisation UML, donc pour chacune des étapes. Et ce qui est très important à retenir, c'est que c'est une étude qui est sémantique. Elle va être vraiment indépendante de toute syntaxe qui va être mise en œuvre dans l'échange. C'est-à-dire qu'on pourrait changer de technologie au lieu de normes et standards. Ce qu'on décide par la suite n'a pas d'importance, la spécification fonctionnelle restera valable, quoi qu'il en soit. Les objectifs de la méthode, en fait, on va y aller par étapes. On va d'abord identifier les processus métiers collaboratifs, et puis on va venir les décrire en regardant quels acteurs interagissent lors de ces processus. Et quand on va venir les décrire avec leurs acteurs, on va aller les ouvrir et puis on va se rendre compte des flux qui sont échangés dans chacun de ces processus. Et on va venir décrire ces flux. Quels concepts ils véhiculent, comment ces concepts s'organisent entre eux et qu'est-ce que cela signifie.
Et pour ça, on va réutiliser le modèle des objets de santé et les nomenclatures des objets de santé, parce que ce sont des composants qui sont sémantiques et qui sont réutilisables, qui ont vocation à être réutilisés. Et donc, tout ça, comme vous l'avez vu tout à l'heure, avec le schéma de Sylvie que je vais vous repasser, c'est un livrable donc, qui appartient à l'élaboration d'un volet du CISIS. Ce n'est pas n'importe quel livrable parce que c'est le premier. C'est la première brique qu'on doit mettre en œuvre pour construire un volet. C'est-à-dire qu'en premier, on fait les spécifications fonctionnelles des échanges. Donc, on étudie comment fonctionnellement ça doit répondre à notre besoin, ça doit marcher. En 2, on regarde qu'est-ce qui est disponible et qu'est-ce qui peut bien nous correspondre. Et en 3, on matche notre besoin avec le standard ou la norme que l'on a choisi et on élabore la spécification technique. C'est important de réaliser un volet ou des spécifications dans cet ordre-là, en suivant ces étapes, pour répondre à un besoin et pas pour déjà être dans la solution technique, mais bien pour pouvoir répondre aux besoins et aux cas d'usage qui sont décrits. Sinon, on risque de passer à côté. Quelles sont ces étapes dont on vous parle depuis tout à l'heure? Donc, il y en a 6, parce qu'il y a une étape 0. Alors, donc les étapes de 1 à 5 elles vont être constituées d'un diagramme et d'une description textuelle. Donc ça, on va vous le détailler. Donc l'étape 0, ça va être le cadre juridique et les orientations organisationnelles. C'est le cadre dans lequel on va intervenir. L'étape 1, on va parler du contexte. On pose les périmètres de notre étude. En 2, on va venir définir les processus collaboratifs. Ces mêmes processus qu'on va venir décrire lors de l'étape 3. Et lors de l'étape 3, on va aussi identifier les flux. Ensuite, à l'étape 4, on va recueillir auprès du métier quelles sont les informations qui sont présentes dans ces flux. Et à l'étape 5, on va venir les modéliser. Donc, chacune des étapes est composée, à chacune des étapes, on associe un diagramme UML et du texte qui va venir décrire et compléter ce diagramme. Et en fait, l'un va avec l'autre. Les utilisateurs. Donc, aujourd'hui, nous, on s'adresse à 2 types de personnes. Tout dépend de l'utilisation que vous faites des spécifications fonctionnelles. Le premier type sont plutôt des experts en interopérabilité, type ANS, GCS ou d'autres, qui vont devoir analyser les processus collaboratifs et qui vont devoir produire des spécifications fonctionnelles des échanges. Et le deuxième type d'utilisateurs, ce qu'on va plutôt appeler des éditeurs, ça va être de s'appuyer sur les spécifications fonctionnelles pour mettre en œuvre les spécifications techniques et les comprendre. Est-ce que le cas d'usage auquel je réponds, le besoin auquel je réponds, est-ce que cette spécification-là y répond aussi? Alors, donc là, je vais vous présenter donc, le contexte des exemples. On en parle depuis le début, on ne vous a pas encore donné, on n'a pas encore vraiment dit ce que c'était. Donc, c'est le cercle de soins. Alors, le cercle de soins, qu'est-ce que c'est? À terme, c'est une solution qui va permettre de consulter. Je vois des personnes qui ont posé des questions dans le chat. Excusez-moi. Donc, c'est donc une solution qui, à terme, donc permet de consulter tous les contacts qui entourent une personne lors de sa prise en charge. Alors, par exemple, donc, si on vous donne, là, je vais vous présenter donc, les différents process que l'on décrit dans les spécifications fonctionnelles pour ce cercle de soins, pour cette solution. Alors, l'exemple, par exemple, une personne âgée qui vit seule à son domicile, elle est atteinte de troubles cognitifs et d'une maladie chronique inflammatoire des bronches. Cette personne, il y a un dispositif d'appui à la coordination qui s'occupe d'elle à la maison. Et ce dispositif, en fait, il est constitué d'une infirmière A qui se rend quotidiennement au domicile de la personne et d'un kinésithérapeute B qui lui aussi se rend tous les jours au domicile de la personne pour l'aider à renforcer ses capacités respiratoires. Et bien, le dispositif va créer en fait une application informatique, une solution, va créer un cercle de soins. C'est-à-dire qu'il va mettre à jour, en créant ce cercle de soins, toutes les personnes qui entourent cette personne âgée
leur donner les points de contact, dire voilà, à la fois les soignants et les aidants, toutes les personnes qui sont autour d'elle qui peuvent l'aider dans sa maladie, qui peuvent l'accompagner. Cette personne, elle va être obligée de se rendre à l'hôpital. Elle va y rester un petit moment. Et l'hôpital, en fait, lorsqu'il va organiser la sortie de la personne, ce sera très, très intéressant pour lui de prendre connaissance du cercle de soins. Parce qu'il va pouvoir comme ça contacter les soignants qui sont déjà autour de la personne. Ils ont dit voilà, la personne va sortir, les aidants aussi, et voir un peu, et dire aussi quels sont les soins à donner à la personne à la suite de cette hospitalisation. Donc ça, c'est le deuxième process. Et le troisième process, bien notre infirmière A, elle change de région, change de vie, et elle est remplacée par un infirmier B qui va prendre sa place et se rendre quotidiennement au domicile de la personne âgée. Dans ce cas, le dispositif d'appui à la coordination mettra à jour le cercle de soins avec les coordonnées de l'infirmier B. Donc, avant d'aller plus loin, donc nous allons attaquer maintenant, enfin si plutôt aller plus loin, sur l'étape 0 de la méthode, donc celle qu'on a appelée 0. Pourquoi? Parce qu'on n'y a pas attaché de diagramme. Et vous vous rappelez les différents niveaux d'interopérabilité juridique, organisationnelle, sémantique, syntaxique. En fait, là, c'est les deux premiers niveaux. On est dans les niveaux juridiques et organisationnels. Et c'est pas nous. Enfin, normalement, ce ne sont pas les personnes qui élaborent les spécifications fonctionnelles qui vont travailler sur ces aspects juridiques ou organisationnels. Mais par contre, on va aller puiser toutes les informations qui peuvent nous intéresser pour faire des spécifications fonctionnelles. Donc, en général, on va dire, voilà, le cadre juridique, en fait, on va le citer et il sera pris en considération dans toutes les étapes de ces spécifications. Les orientations organisationnelles et les moyens que l'on va mettre en œuvre pour rationaliser ces processus et favoriser les échanges, mais on va les citer quand on va les connaître. Si on les connaît un peu plus tard dans l'étude, on les citera ici à cette étape 0 pour revenir dessus. Donc, un exemple pour le cercle de soins. Par exemple, on n'a pas trouvé de définition juridique de ce qu'est un cercle de soins passant. C'est pas Microsoft Teams, c'est la même chose. Donc ça, on peut le dire. L'équipe de soins, nous avons trouvé, il y a une notion d'équipe de soins qui est définie dans une loi. Idem pour l'aidant, il y a plusieurs définitions de l'aidant. Donc, quand on définira, parce que vous verrez, on définit tous les acteurs, quand on définira l'acteur aidant, on ira reprendre les définitions juridiques. On n'ira pas réinventer un autre concept, une autre définition. Idem pour la personne de confiance, idem pour le représentant légal. On a trouvé aussi des textes. Et puis enfin, il faut savoir que cet échange, ce partage de données, relatif à une personne et donc à un cercle de soins autour d'une personne, eh bien, ça constitue un traitement de données à caractère personnel qui entre dans le champ d'application du RGPD. Donc ça, il faut aussi le citer en début d'étude, il ne faut pas l'oublier. Donc là, vous allez voir dans l'exemple, en fait, le livrable, ce que l'on trouve dans le livrable du cercle de soins, où on met toutes les définitions qu'on a trouvées et qui vont nous servir. Une fois Donc, la partie 1, Pauline. Ouais, une fois qu'on a posé le cadre, on va passer à la première étape. Donc, la première étape, c'est l'organisation du contexte métier. L'objectif de cette étape, c'est de placer l'étude dans son contexte. On va définir le périmètre de notre étude, ce que l'on va étudier et ce que l'on ne va pas étudier. Et on va identifier le ou les processus collaboratifs qui sont dans notre périmètre, ceux qui ne sont pas, et ceux qu'on va devoir décrire plus tard, c'est-à-dire dans les étapes suivantes, parce qu'on va les ouvrir petit à petit. Alors, sur cette étape, nous, on se base sur un diagramme de pactage. Je vais vous expliquer comment on construit
et comment nous, on en arrive au point où au diagramme dont on est arrivé dans le cercle de soins. Donc, tout d'abord, le diagramme de paquetage, on va définir le domaine. Donc, souvent, dans une étude, on va avoir un domaine, peut-être deux, mais généralement, vous en aurez un. Donc, c'est, dans notre cas, le cercle de soins. Donc, le domaine, ça va être l'activité dans laquelle on va se situer pour l'étude. Et puis, ensuite, on va venir définir ce qu'on appelle des processus collaboratifs, qu'on va décrire par la suite, et puis on va les rassembler en groupes de processus. Mais sauf que dans notre exemple qui est assez simple, on a un groupe de processus qui est la gestion du cercle de soins et on a 3 processus, la création du cercle de soins, la consultation et la mise à jour. Nous, pour la suite, on se concentrera que sur la création. Quand on construit un diagramme de paquetage, la granularité, elle dépend du contexte, elle dépend de ce que l'on souhaite faire, elle dépend de ce que l'on a à décrire. Il n'y a pas de vérité absolue. Et surtout, on aurait pu ajouter ici, par exemple, parce qu'il y a des moments où on s'est posé la question, et les notifications, est-ce qu'il faut qu'on le mette? Est-ce qu'il faut qu'on l'ajoute dans le processus? Est-ce que c'est dans le périmètre de l'étude? Oui ou non? En fait, on se rend compte que l'étape 1, on l'a définie, et puis peut-être on peut passer à l'étape 2, voire à l'étape 3, et revenir sur l'étape 1 pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, qu'on est toujours dans le bon périmètre de notre étude. Aussi, on a pour projet, avec Sylvie, maintenant qu'on a un grand nombre de volets dans le cadre d'interopérabilité, de faire un peu une cartographie de tout ce qu'on a, de voir un petit peu comment il s'agence pour que dans de nouvelles études, finalement, ce diagramme de paquetage soit un peu plus riche pour qu'on comprenne l'écosystème qu'il y a autour du cas d'usage qu'on étudie, du domaine qu'on a ou du groupe de processus pour qu'on comprenne bien ce qui est de l'ordre de la spécification fonctionnelle ou de ce qui est déjà traité ailleurs et que l'on ne va pas refaire. Je vous ai dit, c'est toujours accompagné d'un texte. Une fois qu'on a un diagramme, on a un texte qui le décrit, ça va de pair. Donc, si jamais vous avez envie d'aller voir l'étude du cercle de soins, le livrable final à la fin, c'est ce que vous allez retrouver comme le résultat de cette étape 1. Donc, c'est-à-dire le diagramme de paquetage avec en dessous les domaines. Parfois, on a ajouté, je sais que pour la dernière spécification fonctionnelle que j'ai faite, on a des briques, des processus qui ne sont pas dans le périmètre, et ben on a expliqué en dessous pourquoi ils n'y étaient pas, ou pourquoi est-ce qu'on avait choisi certains de les ajouter au périmètre de l'étude. Alors, passons maintenant à la définition de ces processus collaboratifs. Donc, on est à l'étape 2 de la méthode. Donc, Pauline a déjà vous a montré comment les processus avaient été identifiés pour ce domaine du cercle de soins. Notre objectif là, c'est d'aller plus loin et d'identifier et de définir les acteurs, les personnes qui agissent sur ces personnes ou systèmes qui agissent sur ces processus et donc les relier au processus. Alors, pour cela, nous allons utiliser le diagramme de cas d'utilisation UML. Et donc, vous voyez là le petit ovale gris. Ça représente le processus dont Pauline a parlé tout à l'heure. Là, maintenant, il a une tête, c'est le même, hein, et il est juste représenté en cas d'utilisation. Et autour, on va commencer à relier tous les acteurs qu'on a identifiés. Alors, on va identifier différents types d'acteurs. On va avoir les systèmes qui agissent, les systèmes qui vont permettre, par exemple, de créer le cercle de soins. On l'a vu tout à l'heure, ça peut être le système d'information du dispositif d'appui à la coordination. Et puis, si on va un peu plus loin dans l'étude de ces systèmes d'information, on va créer d'autres types d'acteurs. Sur le système d'appui à la coordination, on peut avoir donc un médecin coordinateur, ou on peut avoir donc une autre personne qui assure de la coordination. Donc, vous voyez, on a les acteurs personnes physiques qui vont interagir sur les systèmes. Et puis, on va dire au-dessus, ceux qui sont directement sur la création du cercle de soins, en fait, ça va être des rôles, un rôle générique vis-à-vis du processus. Pourquoi on fait comme ça? Alors, on l'appelle créateur. C'est vrai, c'est tout bête. On est création du cercle de soins. L'acteur qui crée, c'est le créateur. C'est-à-dire, franchement, on n'a pas inventé la poudre. Oui.
Mais si on fait comme ça et on met un genre d'héritage, en fait, hein, c'est-à-dire que le créateur, c'est une personne, c'est le système d'information du dispositif d'appui à la coordination, ou c'est le SI médecin traitant, ça va bien alléger votre diagramme et la suite de votre étude. C'est-à-dire que vous savez que ces systèmes d'information, ils ont un rôle de créateur. Bon, pareil, de l'autre côté, sur le système gestionnaire, qui va gérer le cercle de soins. Et donc là, vous allez avoir d'autres systèmes d'information. Et c'est très, très important de travailler sur ces rôles génériques, en fait, par rapport au cas d'utilisation. Le cas d'utilisation lui-même, on va aussi le définir, commencer à le définir, donc lui donner des définitions. Comme Pauline vous l'a dit, derrière chaque diagramme, il y a les définitions, toujours. Donc, le processus collaboratif de cette ovale création du cercle de soins, on va lui donner le service attendu. Qu'est-ce qu'on attend de ce process? En quelques mots. Et ça, on va voir ça avec le métier. C'est eux qui vont nous dire, enfin, nous, on est plutôt analyste de système d'information, c'est le métier qui va nous donner tout ça. On va aller chercher tout ça avec le métier dans des groupes de travail. Pauline a participé à pas mal d'ateliers métiers. Ça va être ensuite, dans ce service attendu, vous pouvez avoir des préconditions, des post-conditions, donc là on est beaucoup plus un peu analyse de système d'information, des contraintes fonctionnelles, ou encore vous pouvez déjà définir un genre de scénario nominal, si vous le voulez, à cette phase. Donc pour notre exemple, que l'on trouve dans le livrable, dans les spécifications fonctionnelles du cercle de soins, eh bien vous voyez, on va donner le diagramme. À gauche, vous allez avoir tous les acteurs, là on n'en a mis que 3, hein, et leur description. Et puis vous allez avoir l'autre tableau avec la description du cas d'utilisation de ce cercle, donc la description de la création du cercle de soins, avec donc le service attendu, des préconditions. Le créateur du cercle de soins doit au préalable avoir été habilité ou encore vérifier l'absence d'un cercle de soins de la personne, qu'il n'y a pas d'autres cercles de soins qui existent. Vous voyez, il y a des choses à vérifier. Ce sont des préconditions qu'on met ou pas, enfin, qu'on a choisi de mettre, que le métier veut cela. Post-condition, on n'en a pas. Contrainte fonctionnelle, il n'y en a pas à ce stade. Et le scénario nominal, on ne l'a pas mis, on aurait pu, mais de toute façon, il faut savoir que le scénario va être amplement décrit et en détail dans l'étape 3. Donc, on y va, étape 3. Alors, bon, on va quand même se replacer. Donc là, on va décrire des processus collaboratifs et on va venir identifier les flux. Donc, on a défini notre contexte, on les a identifiés et maintenant, on va les décrire. En fait, on rentre un petit peu plus dans le détail à chaque fois. Donc, ce qui est important lors de cette étape, ça va être donc évidemment de décrire les processus collaboratifs, mais dans quel but? Dans le but d'identifier les échanges et pas n'importe quel échange parce qu'on fait des specs d'interop. Donc, notre but, c'est d'identifier les échanges entre acteurs. Et à la fin, on va présenter une petite synthèse. Donc, pour cette étape, nous, on se repose sur le diagramme d'activité UML. On répondra sûrement avec Sylvie à la question tout à l'heure qui a été posée dans le chat, mais on peut utiliser d'autres diagrammes, notamment à cette étape. On pourrait faire du BPMN, on pourrait faire d'autres choses. Nous, on vous propose celle-là. À vous d'adapter en fonction du contexte, en fonction des besoins aussi, parce que voilà, nous, on a été confrontés à des cas où effectivement l'UML collait bien. Bon, c'est ce que moi, je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, en UML, chaque acteur est représenté sur le diagramme par une travée. On appelle aussi partition, couloir ou linteau. Ce qui est important de voir là, et je vais insister, c'est parce qu'on travaille bien sur les acteurs qui sont des acteurs de type rôle. Donc, vous voyez, j'ai bien une colonne créateur et j'ai une colonne gestionnaire, qui sont nos acteurs de tout à l'heure, les rôles vis-à-vis du processus création cercle de soins. Donc, c'est important d'utiliser ces acteurs rôles parce que c'est des acteurs qui vont être génériques. Si on utilisait le SIDAC et le SI médecin traitant, ça serait beaucoup moins parlant. Et puis, en fait, ça serait spécialisé à un cas, à un exemple. Que là, c'est valable pour tous ceux qui ont la casquette créateur et tous ceux qui ont la casquette gestionnaire. Et si mon système il a les deux casquettes, et ben, un coup, il prend la casquette créateur et un coup, il prend la casquette gestionnaire. Qu'est-ce qu'on va faire dans ces travées? Dans ces travées, on va mettre ce qu'on appelle des nœuds, des actions, pour pouvoir venir décrire
le processus. Donc, dans le cas du cercle de soins, eh bien, pour la création, donc, il y a un début et une fin, c'est toujours matérialisé par un rond. Donc, le début, il est chez le créateur, il va saisir le cercle de soins, il envoie sa demande, ça arrive chez le gestionnaire, qui lui va créer le cercle de soins. Le flux qui est important ici, je vous l'ai dit, c'est celui qui passe d'une travée à une autre. Tous les flux qui sont à l'intérieur du créateur lui-même, finalement, ils ne nous intéressent pas trop parce que ça ne va pas nous intéresser d'un point de vue spécification d'interopérabilité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le flux 1, là, le flux création cercle de soins qui va passer du créateur au gestionnaire. Et c'est bien sur celui-là qu'il faut qu'on soit d'accord. Donc, parce que évidemment, on n'a pas qu'un diagramme. Donc, dans le livrable, si vous allez consulter le cercle de soins, qu'est-ce que vous retrouverez? Donc, vous retrouverez pour chacun des processus, pour la création, la mise à jour, la recherche, vous trouverez un diagramme d'activité. Ensuite, vous allez pouvoir voir une description de chaque action. Donc, sous chaque diagramme, il y a les actions. Qu'est-ce qu'on entend par cette action? Et quels sont les flux qui sont identifiés dans ce cas-là? Donc là, c'est facile pour la création du cercle de soins, on n'en a qu'un. Mais parfois, on peut en avoir 2, 3, 4, 5. Et tout à la fin de l'étape, donc on fait ça pour chacun des processus, et tout à la fin de votre étape, vous allez retrouver une synthèse. Dans le cas où il y a beaucoup de flux, ça peut être intéressant d'avoir une synthèse. Et aussi, on a ajouté une synthèse pour un petit élément pour savoir si on ajoute ce flux dans le périmètre de notre étude. Et là, on va venir se reposer la question. Est-ce que tous les flux qui sont dans mon diagramme d'activité sont intéressants à mettre dans mon étude? Est-ce que j'ai envie de tous les étudier? Oui ou non? Parce que ceux que je vais étudier, c'est ceux avec lesquels on va continuer pour la suite des étapes. Donc, l'étape 4. Vous vous souvenez, Pauline a identifié dans l'étape 3 les flux qui passaient d'une action à l'autre, d'un acteur à l'autre. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'identifier, on va ouvrir, on va regarder ce qui se passe dans les flux. C'est quels sont les concepts métiers qui vont être véhiculés dans ces flux, qui vont passer d'un acteur, d'un rôle à l'autre pour un processus. Et on va associer ces concepts métiers au concept, il revient, celui-là, il vient en force du modèle des objets de santé, c'est-à-dire cette bibliothèque de composants qu'on a mutualisés. Et ça va permettre de faire quoi? Justement, de mutualiser et de réduire les efforts de conception, parce qu'il y a déjà des choses qui existent, donc on va les réutiliser. Donc, étape découpée en 2 sous-parties. La première, comme j'ai dit, qui répond à l'objectif d'identification des concepts métiers véhiculés dans les flux, et la deuxième, de mise en correspondance entre ces concepts métiers qu'on a définis justement avec le métier dans les ateliers, avec les concepts du MOS. Alors, quand le résultat un petit peu de cette étape, c'est en fait un tableau. Ce qui est très important, c'est un tableau. Le tableau le plus important, c'est d'avoir, par rapport à un flux, d'avoir les différents concepts. Ou un concept, dans quel flux il est véhiculé. Voilà, c'est ça. Un concept, dans quel flux il est véhiculé. Ou un flux, quel concept il véhicule. Et donc, on fait un tableau. Et ce tableau, donc soit on va, vous voyez, il y en a un là qui est factorisé par concept. Donc on a nom, la description du concept, et puis on a les différents flux. Mais on aurait pu très bien faire l'autre tableau, qui est un tableau factorisé par flux. Vous avez un flux et vous avez tous les concepts en face. Ça va dépendre de la manière dont sont constitués les flux, ce que vous avez étudié avec le métier. Ça vraiment, c'est donc nous, on a ce tableau là qu'on vous présente où on a plutôt une factorisation par concept. Donc, par exemple, le concept membre du cercle de soins, on lui redonne, on a sa définition, mais cette définition, on l'a trouvée depuis très longtemps, on l'a trouvée depuis l'étape 2. On a trouvé cette définition depuis l'étape 2, on la récupère, on l'a toujours. Et en fait, on voit qu'il est, dans ces différents flux, flux 3, flux 1, flux 4, flux 2. Il est partout. Alors, une fois qu'on a fait ça, je vous donne un petit rappel sur le MOS. Le MOS, modèle des objets de santé. Rappelez-vous, c'est un ensemble de concepts. Ils sont décrits de manière neutre et homogène
vis-à-vis des technologies. C'est-à-dire qu'on ne parle pas d'XML, on ne parle pas de JSON, on ne parle pas de Fire, on ne parle de rien. C'est une description littérale d'un concept. C'est en français, c'est accessible à tous. Ces descriptions favorisent la cohérence et la neutralité de ces objets vis-à-vis justement des standards et des techniques existantes. Et à ces objets, on a des listes de valeurs possibles qui sont liées au code. Lorsque ce sont des éléments codés, on y associe des listes de code. Par exemple, la liste des professions de santé pour le concept profession. Et donc, il est disponible en différents formats. Sur la page e-santé, dont on vous a donné le lien, format HTML, qui est très pratique, format Excel, pour ça qui permet vraiment de faire des mappings. Ça a été demandé à un moment donné par un projet sur lequel on travaille. Et donc, on continue maintenant à publier le MOS en Excel ou format PDF, tout simplement. Donc, avec ce MOS en main, quel que soit son format, vous allez donc faire un tableau. Vous allez construire un tableau de mise en équivalence avec les concepts métiers. Donc, la mise en équivalence, vous avez votre concept métier. Par exemple, vous avez trouvé le concept de professionnel. Vous allez regarder dans le MOS et vous avez justement le professionnel dans le MOS. Vous le trouvez, vous comparez les définitions et vous vous rendez compte que ils sont, bon là il y a une restriction, mais ils sont équivalents. Alors là, vous êtes super content. Équivalence, ça veut dire qu'ils ont le même sens, même nombre d'attributs. On reprend tout ce qu'il y a dans le MOS et on le réutilise. Restriction, donc les classes du MOS sont en général très très riches puisqu'elles sont mutualisées. Dès qu'on trouve un nouvel attribut, on le rajoute qui peut servir à d'autres projets. Donc en général, vous allez travailler sur des restrictions. C'est-à-dire que vous allez trouver un concept qui correspond, qui a beaucoup plus d'attributs que ce dont vous avez besoin pour votre projet. Pas de souci, vous retirez, vous masquez, vous ne prenez que ce qui vous intéresse, vous faites votre marché. Ensuite, vous avez la notion d'extension. Vous avez trouvé une classe du MOS qui pourrait correspondre, mais le souci, c'est qu'elle n'a pas tous les attributs ou alors elle n'existe pas. Donc vous avez trouvé, votre concept métier n'a pas de classe correspondante dans le MOS. Ça peut arriver. Ou alors vous avez trouvé une classe, mais elle n'a pas tous les attributs ou toutes les associations dont vous avez besoin pour votre projet. Donc dans ce cas-là, il va falloir créer une classe si elle n'existe pas ou l'étendre. Et là, dans ces cas-là, il faut vraiment mieux se travailler avec l'équipe MOS pour pouvoir voir si après, ce que vous avez trouvé pour le cercle de soins, ça ne peut pas servir à d'autres études. Donc ça, c'est très important aussi de faire une remontée de ces concepts dans le MOS, d'enrichir le MOS avec ce qui a été trouvé pour un projet. Alors, la dernière étape. Je sais qu'elle peut paraître plus complexe lorsque je vais vous la présenter, mais elle ne l'est pas. En fait, si vous avez super bien fait les 4 premières étapes, et surtout la 4e, je dirais, mais si vous avez super bien fait les 5 premières étapes, même avec l'étape 0, la 5e étape, elle est super facile parce que c'est mécanique. En fait, si on a toutes les informations, ça va tout seul. Par contre, si on commence à réfléchir, à ne pas savoir par quel bout prendre, à ne pas bien comprendre les définitions, à ne pas savoir quel concept on manipule, c'est qu'il y a un problème dans les étapes d'avant et il faut d'abord revoir ces étapes-là avant de pouvoir faire l'étape 5. Alors, qu'est-ce que c'est que cette étape 5 ? Donc là, on est au bout. En fait, on a tout fait. On a le périmètre, on sait exactement dans quel contexte on se place. On a identifié nos processus, on les a décrits. Quand on les a décrits, on a trouvé les flux. On sait quelles informations il y a dans ces flux. Il ne reste plus qu'à modéliser. Donc, c'est l'objectif de cette étape 5, c'est de modéliser chaque flux à partir des concepts métiers, des classes et des attributs existants dans le MOS et de ce qu'on a trouvé dans l'étape 4.
Donc, qu'est-ce qu'on va obtenir? L'étape 5, ça va être un diagramme de classe UML. Donc, c'est l'image que vous voyez juste en dessous. On va la détailler par la suite. Il va se construire par étapes. Je vais vous expliquer comment nous, on est construit. C'est une proposition, vous faites absolument comme bon vous semble. Nous, on vous propose cette méthode-là qui permet de construire de manière assez logique un diagramme de classe UML. On va bien évidemment réutiliser les classes génériques du MOS quand c'est possible, parce que déjà, ça nous facilite le travail énormément de les avoir. Par contre, on va tout adapter en fonction de notre contexte, de notre besoin. On va adapter les cardinalités, on va aller regarder les associations, on va aller regarder les définitions, si tout correspond bien. Et puis, on ajoute un petit point. Alors ça, je vais vous le détailler par la suite. Donc, pas de problème si vous ne connaissez pas, on le verra à la fin. C'est qu'en construisant un diagramme UML, on peut aussi construire un diagramme UML aussi, mais qui est un diagramme d'objet. Donc, en parallèle du diagramme de classe, on peut construire un diagramme d'objet. Et l'un et l'autre, ils vont pouvoir s'alimenter. Parce qu'en fait, le diagramme d'objet, c'est juste un exemple. Et on va pouvoir se rendre compte comme ça, si on oublie des choses, s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas entre elles, le diagramme d'objet va pouvoir les mettre en évidence. Et ça, je vais vous détailler comment à la fin. Donc, le résultat déjà de l'étape, par l'exemple de la création du cercle de soins. Donc ça, c'est le premier flux. Si vous allez lire la spécification fonctionnelle du cercle de soins, c'est le flux que vous trouverez, la modélisation du flux numéro 1. Mais vous ne trouverez pas que ça, parce que seul, ça ne vaut rien. Ce qui compte, ce sont les descriptions de chacune des classes qui sont en dessous. Et quand on réalise l'étape 5, on réalise non seulement la modélisation, mais on vient aussi décrire chaque classe et chaque attribut pour venir définir les termes qu'on a utilisés. Parce que le nom de l'attribut ne garantit pas à lui seul son sens. Ce qui est très important, c'est la description que l'on donne à l'attribut, ce sont que les descriptions correspondent. Alors, comment on va construire ce diagramme de classe? Donc, la première étape, c'est le choix de la racine. Cette étape, elle est très facile. Première opération, super facile. On reprend le nom du flux qu'on a identifié à l'étape 3, toujours le même nom, comme ça, une cohérence durant la spécification fonctionnelle. Et ça va être notre point de départ. C'est ce qu'on appelle, nous, la classe racine, et elle ne possède pas d'attribut. Donc, c'est très facile. Ensuite, on passe à l'opération numéro 2. On va venir définir les classes et les associations. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va se référer à l'étape 4. À l'étape 4, vous avez identifié les informations métiers et vous avez mis en correspondance avec le MOS. Quand vous avez trouvé une équivalence avec le MOS, c'est super facile. La classe existe déjà. Par contre, quand il n'y a pas de mise en équivalence, il va falloir les créer. Donc, on va mettre toutes les classes, soit elles proviennent du MOS, soit celles qu'on va créer. Et puis, voyez, on va commencer à les arranger. D'abord, on met le cercle de soins, puis ensuite, on met la personne prise en charge, ou d'abord, c'est la personne prise en charge, puis le cercle de soins, et où se place le membre. Et on aurait pu continuer avec le reste, avec un professionnel ou un aidant. Et comment est-ce que je vais les relier l'une en l'autre? Est-ce que je relie la personne prise en charge avec le membre? Est-ce que c'est la personne prise en charge avec le cercle de soins? En fait, c'est ce qu'on va faire dans l'opération numéro 2. On va faire toute la structure de notre diagramme de classe. Et si on reprend du MOS, c'est bien plus simple parce qu'il y a beaucoup de structures qui sont déjà décrites. Une fois qu'on a nos classes, on va devoir définir les attributs. Là aussi, super facile. Si ça vient du MOS, vous reprenez les attributs qui vous intéressent. S'il y en a qui ne vous intéressent pas, vous faites une restriction. Très bien, vous adaptez à votre contexte. Par exemple, si dans la personne prise en charge, finalement, l'adresse de correspondance ne vous convient pas, bien, vous prenez juste tous les autres attributs. Vous vérifiez que les descriptions vous conviennent. Vous les adaptez à votre contexte métier si besoin, ou vous rajoutez un paragraphe sur votre contexte métier. Mais si la classe n'est pas dans le MOS, il va falloir trouver tous les attributs, toutes les caractéristiques de ce concept. Et donc là, il va aussi falloir se référer à l'étape 4. Qu'est-ce qu'on vous a dit à l'étape 4? Qu'un membre, il devait forcément avoir un identifiant ou ce n'était pas obligé? Il devait avoir une date d'entrée dans le cercle de soins ou on ne sait pas. Est-ce qu'il a une date de sortie? Comment est-ce toutes les informations qu'on vous a décrites lors de cette
Étape 4, elles vous permettent de donner les caractéristiques de cette classe. Quand vous définissez les attributs, on définit donc l'attribut, ce qui veut dire on lui donne une description, on lui donne des cardinalités qui sont adaptées à notre contexte métier, et on utilise et on va devoir lui donner un type. Alors, un type, il y a plusieurs types possibles, et c'est l'opération numéro 4. On ne donne pas de type technique, un string, un varchar. Vous ne verrez jamais ça dans le MOS et vous ne verrez pas ça dans les spécifications fonctionnelles. Ça va être du texte, une date, ou ça peut être un identifiant. Et parfois, il se peut que ça soit un code. Donc, le type est un code. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on lui associe une liste de codes, une liste de valeurs possibles. Et c'est là où on fait appel aux nomenclatures, puisque par exemple, si vous avez besoin d'avoir l'attribut civilité, eh bien, dans les nomenclatures des objets de santé, il y a déjà une table qui donne les listes de valeurs possibles pour la civilité. Et puis, par exemple, pour la profession, vous avez peut-être besoin de créer un jeu de valeurs, c'est-à-dire de prendre des valeurs de plusieurs tables pour créer votre propre liste de valeurs. Ça, c'est en fonction de ce dont on a besoin, en fait, pour définir l'attribut et en fonction de l'application et des valeurs qui sont possibles. La dernière étape, qui n'est pas à oublier quand même, c'est de définir les règles de gestion. Donc, bon, c'est assez rare, mais il y a certaines classes ou certains attributs qui parfois sont liés entre eux par des contraintes. Les contraintes, on va quand même les décrire de manière très simple. On va rester interne à l'échange. Et surtout, ça ne sert pas à décrire des choix d'implémentation. On a une contrainte dans le cercle de soins qui est que la classe personne physique, lorsqu'elle est utilisée pour le professionnel, elle ne va pas reprendre tous les attributs, pas tous les mêmes attributs que lorsqu'on va décrire la personne prise en charge. Vous voyez, en fait, la contrainte, c'est la petite description qu'il y a sur cette association puisqu'on a contraint cette association. Et voilà, vous êtes arrivé au bout de ces 5 opérations et vous avez créé votre diagramme de classe UML. Super. Sauf que vous passez au flux d'après et le flux d'après, c'est un flux de recherche. Et pas de chance. Nous, on vous dit, franchement, le diagramme de classe, c'est quand même pas super approprié au flux de recherche pour formaliser les flux de recherche. Et ce que nous, on conseille et ce qu'on a fait, par exemple, dans le cas du cercle de soins qui est un flux de recherche, c'est de remplacer le diagramme par un tableau qui va contenir les critères de recherche, la description, ainsi que savoir si le critère est obligatoire ou pas pour réaliser la recherche. Donc, c'est assez simple. C'est plus simple à formaliser, en tout cas, qu'un diagramme de classe pour décrire un flux de recherche. Alors, je vais vous parler maintenant du diagramme d'objet. Vous savez, au tout début de l'étape 5, je vous ai dit, parfois on peut avoir un peu de mal à décrire notre diagramme de classe où on a envie de vérifier sa cohérence. Du coup, on va réaliser un diagramme d'objet en parallèle. Alors, le diagramme d'objet, déjà, il ressemble à quoi? Donc là, vous avez un petit bout du diagramme d'objet qui est disponible pour le cercle de soins. En fait, on va venir instancier les classes de notre modèle, de notre flux modélisé, en lui donnant des valeurs. Par exemple, on a instancié la classe cercle de soins, qui a un identifiant, alors on lui a mis un identifiant, qui a une date de création, qui a une date de mise à jour, qui a un statut, qui a des métadonnées, et puis il est composé d'une personne prise en charge, d'un aidant, d'un médecin traitant. Et voilà, en fait, on a pris un exemple pour mettre en œuvre en fait, le flux qu'on a modélisé. Et grâce à cet exemple, on peut se rendre compte si notre modélisation fonctionne ou pas. On peut l'améliorer. On peut vérifier la pertinence de certains attributs ou se rendre compte qu'il y a des cardinalités qui nous manquent, qui ne fonctionnent pas. On peut se rendre compte qu'il y a des liens qui sont peut-être un peu bizarres. On peut aller vérifier une définition parce que finalement, quelle valeur je mets et à quoi ça correspond. En fait, le diagramme d'objet va nous servir à tout un tas de choses.
Et il va aussi permettre de favoriser l'implication des parties prenantes dans la rédaction des spécifications. C'est un super outil de communication. C'est bien plus simple de travailler sur un exemple en disant il y a un aidant, il y a un responsable légal, il y a un médecin traitant, il y a le pharmacien, il y a tous ces gens-là dont les métiers nous ont parlé du cercle de soins, leur montrer un exemple pour chacune de ces personnes, voir comment ça fonctionne, plutôt que de parler en classe un petit peu abstraite avec un contact, un professionnel qui a une situation d'exercice, un exercice professionnel. C'est parfois plus difficile de se projeter et d'échanger qu'avec l'exemple, ça devient beaucoup plus facile. Surtout si vous le mettez si vous le formalisez de manière un peu sympa, en mettant les mêmes classes de la même couleur pour visualiser d'un seul coup quelles sont les mêmes instances, en l'organisant de façon à ce que ce soit plus visuel. En fait, vous pouvez en faire un super outil pour vous aider à modéliser. Et donc, le petit bout que je vous ai montré tout à l'heure, c'était voilà, le petit bout à gauche. Et là, c'est tout l'exemple que vous pouvez consulter dans le cercle de soins. Le diagramme d'objet, on l'a mis en annexe. On peut ajouter aussi d'autres choses en annexe. Si on a besoin de formuler d'autres exemples, on a besoin de s'appuyer sur d'autres diagrammes pour compléter les propos, c'est tout à fait possible. Nous, on a ajouté le diagramme d'objet il y a peu de temps. Mais voilà, on trouve que ça illustre très bien et on se rend compte que ça complète merveilleusement bien la modélisation qu'on réalise à l'étape 5. Oui, façon d'outillage. Donc l'outillage, comme vous avez pu le voir, donc on a un outil assez puissant, en fait puissant. On a un outil UML qui nous permet aussi nous de faire du BPMN. Donc quand vous voulez décrire un processus un peu plus en détail, Pauline vous l'a expliqué, vous pouvez prendre un diagramme d'activité, vous pouvez aussi prendre la notation BPMN, Business Process, je crois que c'est Modeling Notation. Donc, vous pouvez utiliser ces modèles. Vous pouvez aussi utiliser le diagramme de séquence, mais c'est un diagramme UML. Donc, ça, les outils de… Donc, nous, on utilise… on n'a pas voulu le mettre sur la slide parce qu'on ne voulait pas faire de publicité. Mais donc, on utilise Modelio de chez Softeam qui répond bien à nos exigences qui sont… la méthode nous a vraiment entraîné à utiliser l'outil, à même parfois le faire évoluer. Toujours en restant donc en conformité avec UML. Et donc, oui, il faut utiliser, moi je vous le conseille, on vous le conseille si vous voulez faire des spécifications fonctionnelles, utiliser un outil UML, quel que soit l'outil que vous trouvez. On va pas faire oui, par exemple, il y a M. Saïd qui dit, personnellement, j'utilise Enterprise Architect, mais tout à fait, utiliser un outil UML. Donc déjà, ça vous permettra déjà d'avoir des diagrammes, de mettre vos descriptions et de faire les processus, UML étant un standard. Vous savez aussi que dans les standards, on a, nous on le voit avec Modelio, vous avez un échange standardisé entre les standards UML. Je sais, je l'ai normalement je sais par cœur, mais là, effet réunion, effet webinaire, j'ai plus le nom. Mais donc, c'est du X, je sais plus quoi, c'est du XML en fait, qui permet donc d'aller d'un standard à l'autre et d'échanger les éléments qu'on aurait entrés dans Modelio vers Enterprise Architect. Ensuite, donc, l'intérêt d'un outil UML, saisie unique des informations. On vous l'a dit, par exemple, le process ou même les acteurs, on les SFE, c'est quoi? Spécification fonctionnelle des échanges. Je suis en train de faire le chat en même temps. Donc, saisie unique des informations. Oui, parce que contrôle de cohérence, c'est-à-dire qu'on a saisi les acteurs, on les a décrits au tout début en étape 2 de la méthode et on les retrouve tout à la fin quand on fait la correspondance avec le MOS. Donc, on voit déjà, on saisit une fois. Si vous devez modifier la description, vous allez la modifier une seule fois et ça va se répercuter partout. Donc, ça, c'est hyper important. Contrôle de cohérence entre les différentes étapes. Pareil. Contrôle de cohérence aussi, parce que l'UML, vous êtes contraint. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Vous ne pouvez pas décrire un processus
quand vous devez terminer un processus, si vous ne pouvez pas le décrire n'importe comment, vous êtes obligé de le terminer, de mettre quelque chose. Et tout ça, ça a l'air bête, mais c'est hyper important. Ça vous structure, ça vous fait une bonne analyse d'une application. Ça faut pas. C'est quand même hyper important et ça permet d'avoir quelque chose de cohérent, de stable. Vous pouvez revenir dessus, vous pouvez retravailler. Et surtout, ce qu'on a apprécié aussi dans cet outil, c'est la génération automatique du document des spécifications fonctionnelles des échanges. C'est-à-dire que vous changez quelque chose à une étape, parce que vous avez vu les étapes, lorsqu'elles ne sont jamais figées. On peut arriver en étape 5, comme vous l'a dit Pauline, vous vous rendez compte qu'il y a des choses qu'on n'a pas bien, on n'est pas allé assez au fond, on retourne un petit peu en amont et on revient à cette étape 5 avec les bonnes définitions, avec tout ce qu'il faut. Et le fait de pouvoir générer automatiquement le livrable, c'est quand même une grande chance de pouvoir faire ça, parce qu'on n'a pas trop de problèmes d'évolution de documentation. En revanche, il faut la licence pour les générations automatiques. En tout cas, pour Modelio, c'est un produit open source. Hein, vous pouvez l'utiliser pour faire des diagrammes. Vous pourrez les exporter, les copier, tout ça, il n'y a pas de problème. Mais nous, pour faire la génération automatique, on a besoin de licences. Oui. Et donc, j'en reviens sur le standard, ça m'est revenu, c'est XMI, XML Metadata Interchange. C'est ce standard, vous allez pouvoir faire un genre d'export de Modelio ou d'export d'Enterprise Architect en XMI. Vous envoyez le XMI et vous réimportez le XMI sur votre outil. Donc ça, c'est des choses qui existent. Alors, où trouver MOS, NOS et méthodes sur le site isanté.gouv.fr. C'est sur la rubrique, il y a une petite animation, sur la rubrique interopérabilité, modèle des objets de santé. Et donc, vous avez la page avec les différents, vous voyez le MOS en HTML, le MOS en PDF. Vous avez les différents documents. Mais sur la page suivante, je vais plus vous donner les documents à disposition sur la page MOS. Donc, le modèle des objets de santé dans les formats PDF, Excel et HTML. Tous les mois, on fait une évolution du MOS et on génère un nouveau MOS que l'on publie. Donc, avec un historique des modifications. Comme ça, vous pouvez voir quels ont été les changements. Nous avons une petite plaquette de présentation du MOS sur une page A4. Le calendrier de génération mensuel MOS et NOS. Et puis, vous pouvez accéder au webinaire MOS NOS méthode qu'on a fait en octobre avec Pauline. Sur cette page. Sur la page des NOS, vous avez de même la plaquette de présentation des NOS. Là, vous allez avoir tout l'ensemble des NOS, tout l'ensemble des NOS dans les différents formats qui sont disponibles. On en a de plus en plus. On a du CSV, on a du PDF. On a le PDF pour pouvoir lire le contenu de nomenclature. On a qu'est-ce qu'on a encore? On a de l'XML, JSON, de l'XML Fire, du JSON Fire, on a de l'XML SVS. On a vraiment tous les formats. On nous les demande, ces formats. On ne les fait pas nous-mêmes. On n'a pas tout d'un coup l'idée de les faire. C'est demandé aussi par les projets. Une rubrique convention de nommage et de structure qui est importante pour voir comment les nomenclatures ont été constituées. Ce même calendrier de génération mensuelle MOS-NOS. Vous avez aussi un truc très important. Là, vous le voyez sous lien associé à gauche, accès direct aux nomenclatures. Vous cliquez sur ce lien. Vous allez pouvoir, par nom de nomenclature, vous allez pouvoir y accéder. Vous pouvez y accéder par le MOS, mais vous pouvez accéder aussi aux nomenclatures par liste. Et quand vous cliquez après sur la nomenclature, elle est consultable dans les différents formats. Et puis, ce même webinaire MOS-NOS méthode du 2 octobre. Enfin, la page méthode. La page méthode, donc, on ne vous l'a pas dit complètement, mais nous avons écrit on peut quasiment dire un petit livre, un petit bouquin, un petit guide qui va vous donner étape à tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui. Vous allez tout retrouver sur la méthode d'élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges.
Cette méthode donc s'appuie sur un exemple. Ce n'est pas celui sur lequel on a basé la présentation, mais nous allons, comme on avait trouvé des exemples, quand on a fait la méthode, on a travaillé aussi sur des projets internes à l'ANS, mais on s'est dit que le projet Cercle de soins qui avait été fait en plus avec le GCS e-santé Bretagne, on s'est dit que c'était un exemple beaucoup plus intéressant parce qu'en plus, il était fait avec un partenaire. C'est un partenaire extérieur qui a décidé d'employer la méthode, d'utiliser la méthode. Donc, c'est cet exemple qui va bientôt paraître sur cette page dès que sa version finale sera approuvée. Puis enfin, une petite plaquette de présentation de la méthode. Alors, pour aller plus loin, si vous avez besoin, n'hésitez pas, écrivez-moi. On pourra vous faire des formations dédiées sur le modèle des objets de santé, sur les nomenclatures ou sur la méthode. Ou si vous avez besoin de plus d'informations, nous serons heureuses, Pauline et moi, de pouvoir vous aider. Voilà, écoutez, nous vous remercions pour votre attention. Merci à tous.